Le ciel parisien pesait lourd ce mardi matin de novembre. Des nuages, couleur ardoise, s'étiraient au-dessus des toits haussmanniens du 8e arrondissement, promettant une pluie que l'air humide retenait encore. Dans la rue Marbeuf, les premières lueurs du jour se reflétaient faiblement sur les vitrines des boutiques de luxe encore fermées. Un silence précaire régnait, celui qui précède toujours l'agitation d'une grande ville. Madeleine Rousseau poussait son chariot de ménage dans le hall d'entrée de l'immeuble du numéro 47. Elle était arrivée à 6h30, comme chaque matin depuis 7 ans. Son uniforme bleu ciel, légèrement délavé au coude, portait discrètement le logo de l'entreprise de nettoyage pour laquelle elle travaillait. Ses cheveux gris qu'elle refusait obstinément de teindre étaient tirés en un chignon serré qui dégageait son visage aux traits marqués. À 43 ans, Madeleine ressemblait à ces femmes que Paris compte par milliers, discrètes, efficaces, invisibles. Elle salua d'un hochement de tête le gardien de nuit, M. Khalid, qui terminait son service. L'homme lui rendit son salut avec un sourire fatigué. Ils ne se parlaient jamais vraiment, mais partageaient cette complicité silencieuse des travailleurs de l'ombre, ceux qui maintiennent les décors pendant que d'autres jouent les premiers rôles. L'ascenseur l'emmena jusqu'au 7e étage, où se trouvaient les bureaux de lumière digitale. Les portes en verre dépoli affichaient le logo de l'entreprise en lettres dorées élégantes. Madeleine composa le code d'accès que la responsable du personnel lui avait confié et pénétra dans l'espace encore silencieux. Les bureaux ouverts s'étendaient sur près de 500 mètres carrés, ponctués de plantes vertes luxuriantes et de fauteuils design. De grandes baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur les toits parisiens. Au fond, isolés par des cloisons vitrées, se trouvaient les bureaux des directeurs et, tout au bout, celui d'Édouard Beaumont, le fondateur. Madeleine commença sa routine avec des gestes mécaniques, fruits d'années de répétition. Elle vida les corbeilles, passa l'aspirateur entre les rangées de bureaux, essuya les surfaces. Ses mains travaillaient automatiquement pendant que son esprit vagabondait ailleurs, là où il errait toujours, dans les souvenirs d'une autre vie. Elle se revoyait 10 ans plus tôt, dans son ancien bureau de Lyon, face à 3 écrans d'ordinateur, les doigts volant sur le clavier, résolvant des problèmes de sécurité informatique pour une société de services financiers. Elle portait alors des tailleurs stricts, assistait à des réunions stratégiques, gagnait un salaire confortable. Elle avait une fille, Léa, 16 ans, brillante élève passionnée de piano. Elle avait un mari, Marc, architecte distrait mais attentionné. Elle avait une vie. Un soir de mars, tout s'était arrêté. La pluie, la route glissante, Léa qui revenait de son cours de musique, Madeleine au volant, fatiguée après une journée de travail intense, le camion qui avait surgi trop vite dans le virage, le choc, le silence, puis les sirènes. Madeleine cligna des yeux et revint au présent. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les plongea dans l'eau tiède de son seau et continua à nettoyer, chassant les images qui ne la quittaient jamais vraiment. Après l'accident, elle avait sombré. 6 mois d'arrêt maladie, puis une dépression profonde. Marc n'avait pas supporté le poids du deuil partagé. Ils avaient divorcé 2 ans après. Elle avait perdu son emploi, incapable de se concentrer, hantée par la culpabilité. Elle avait fui Lyon, ses souvenirs, tout ce qui lui rappelait ce qu'elle avait détruit. À Paris, elle avait cherché l'anonymat. Un emploi de femme de ménage lui avait paru idéal. Aucune responsabilité, aucune décision à prendre, aucun risque de faire du mal à quelqu'un. Elle pouvait disparaître dans le décor, devenir une silhouette parmi d'autres. Une pénitence silencieuse. À 8 heures, les premiers employés commencèrent à arriver. Madeleine se fit encore plus discrète, se fondant contre les murs, évitant les regards. Ils passaient près d'elle sans la voir, absorbés par leur téléphone, leurs conversations, leurs préoccupations. Elle était un meuble, un élément du décor. Cela lui convenait parfaitement. Édouard Beaumont arriva à 9 heures précises, comme toujours. Grand, les épaules larges, les cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, il dégageait cette assurance tranquille des hommes habitués à commander.
Son costume gris anthracite avait été taillé sur mesure chez un artisan de la rue Saint-Honoré. Il portait une montre suisse qui valait le prix d'une petite voiture. À 52 ans, Édouard incarnait la réussite à la française. Élégance discrète, culture affichée, fortune bien gérée. Il salua brièvement son assistante, Claire, une jeune femme dynamique d'une trentaine d'années qui gérait son agenda avec une efficacité militaire. Elle lui tendit son café habituel, un double expresso court, et lui rappela les réunions de la journée. La première concernait le lancement des soldes d'automne sur la plateforme Lumière Digitale. Édouard avait fondé l'entreprise 15 ans plus tôt, alors qu'Internet balbutiait encore en France. Il avait eu l'intuition que le commerce en ligne exploserait et avait investi toutes ses économies dans une plateforme de vente de produits culturels. Le succès avait été immédiat. Aujourd'hui, Lumière Digitale comptait plus de 3 millions de clients actifs, employait 150 personnes et générait un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros annuels. Mais Édouard savait que rien n'était jamais acquis dans le monde numérique. La concurrence était féroce. Les géants américains grignotaient constamment des parts de marché. Les attentes des clients évoluaient à une vitesse folle. Il devait innover sans cesse, anticiper, prendre des risques calculés. Cette pression constante avait façonné sa personnalité, exigeant, perfectionniste, parfois autoritaire, mais aussi capable d'écouter et de reconnaître le talent quand il le voyait. Thomas Mercier, son directeur technique, entra dans son bureau à 9h15. À 45 ans, Thomas était le bras droit d'Édouard depuis une décennie. Diplômé de l'école polytechnique, il avait rejoint Lumière Digitale, alors que l'entreprise comptait seulement 20 employés. Ensemble, ils avaient bâti l'infrastructure technique, surmonté des crises, développé de nouveaux services. Édouard considérait Thomas comme un ami autant que comme un collaborateur. Thomas affichait ce matin-là son sourire habituel, celui qui ne montrait jamais tout à fait ses pensées. Il portait un jean sombre et une chemise blanche ouverte au col, le style décontracté qu'affectionnent les gens de la tech. Ses lunettes à monture fine lui donnaient un air intellectuel. « Tout est prêt pour ce matin », annonça-t-il, en s'asseyant face au bureau d'Édouard. « Les serveurs sont optimisés, l'équipe de support client est mobilisée, les campagnes publicitaires sont lancées. On devrait faire un chiffre exceptionnel aujourd'hui. » Édouard hocha la tête, satisfait. « Parfait. Les investisseurs suivent de près cette opération. Si on atteint nos objectifs, on pourra lancer la levée de fonds pour l'expansion européenne dès janvier. » Ah, ils discutèrent encore quelques minutes de détails techniques que Madeleine, qui nettoyait discrètement le bureau adjacent, entendait sans y prêter attention. Elle avait appris à filtrer ces conversations qui ne la concernaient pas. Elle était devenue experte dans l'art de disparaître tout en restant présente. À 9h47, l'enfer se déchaîna. Les écrans de contrôle dans la salle technique se mirent à clignoter en rouge. Les alertes sonnèrent simultanément sur les téléphones de toute l'équipe informatique. Le site venait de tomber, totalement. Aucune page ne se chargeait plus. Les clients qui tentaient de se connecter rencontraient un message d'erreur brutale. Service temporairement indisponible. Thomas se précipita dans la salle des serveurs avec son équipe. Édouard le suivit, le visage tendu. Autour d'eux, 12 ingénieurs s'activaient frénétiquement sur leurs ordinateurs, tapant des commandes, analysant des logs, tentant de comprendre ce qui se passait. « C'est quoi ce bordel ?» lança Édouard, la voix montant d'un cran. Thomas scrutait son écran, les sourcils froncés. On dirait une attaque DDoS massive. Les serveurs sont complètement saturés, mais c'est étrange. La signature ne correspond à rien de connu. Combien de temps pour rétablir ? Je ne sais pas. On travaille dessus. Les minutes s'écoulèrent. 10, 15, 20. Le site restait inaccessible. Dans la salle de réunion adjacente, les directeurs commerciaux et marketing commençaient à paniquer. Les téléphones sonnaient sans interruption. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires furieux. Les partenaires commerciaux exigeaient des explications. Édouard retourna dans son bureau, suivi de ses principaux collaborateurs. Claire avait installé sur l'écran géant les statistiques en temps réel.
Les chiffres défilaient, impitoyables. Chaque minute de panne représentait 15 000 € de perte. En 1 heure, ce serait 900 000 €. En une journée, si la situation ne se résolvait pas, il pourrait perdre 10 millions. « Nous allons perdre des millions », murmura Édouard, le visage livide. Autour de la table, ses directeurs s'agitaient, proposaient des solutions bancales, se contredisaient. L'atmosphère était celle d'un naufrage. Personne ne savait quoi faire. Thomas, normalement si sûr de lui, semblait dépassé. Il multipliait les appels à des prestataires externes, des experts, des anciens collègues. Rien n'y faisait. Madeleine était entrée dans la pièce à 10h15 pour vider les corbeilles, comme chaque matin à 7h. Elle avait immédiatement compris que quelque chose de grave se passait. Les visages étaient pâles, les voix tendues. Elle avait ralenti ses gestes, écoutant malgré elle les conversations. Les mots techniques lui étaient familiers, trop familiers. Attaque, serveur, infrastructure, base de données, protocole. C'était le vocabulaire de son ancienne vie. Elle s'approcha discrètement de l'écran que Thomas avait laissé ouvert sur la table. Personne ne faisait attention à elle. Elle lut rapidement les lignes de code qui défilaient, les messages d'erreur, les logs système. Son cerveau, endormi depuis des années, se remit en marche. Elle reconnut la signature de l'attaque. Ce n'était pas un DDoS classique, c'était beaucoup plus sophistiqué. Une intrusion par une faille de sécurité dans le protocole d'authentification des serveurs. Quelqu'un avait injecté un malware qui créait des boucles infinies dans le système de requête. Elle connaissait cette technique, elle l'avait même enseignée lors de formations en cybersécurité des années auparavant. Et elle savait comment la contrer. Son cœur se mit à battre plus vite, ses mains devinrent moites. Elle sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Pendant 7 ans, elle s'était cachée. Elle avait refusé de penser, de réfléchir, d'utiliser ses compétences. Elle s'était construite une prison confortable d'invisibilité. Et voilà que cette prison se fissurait. Elle regarda Édouard. Il avait la tête entre les mains, écoutant Thomas expliquer qu'il faudrait peut-être attendre l'intervention d'une société de sécurité externe basée à Londres, ce qui prendrait au minimum 4 heures. 4 heures. Des millions perdus. Des clients furieux. Une réputation détruite. Madeleine prit une inspiration profonde. Sa voix, qu'elle avait gardée si basse pendant toutes ces années, s'éleva, claire et ferme. « Je sais réparer ». Le silence qui suivit fut total. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle vit la surprise sur leur visage, puis l'incrédulité, puis, sur certains, un mépris à peine voilé. La femme de ménage qui prétendait savoir résoudre un problème technique que 12 ingénieurs diplômés ne parvenaient pas à gérer. Thomas fut le premier à réagir. Il eut un petit rire nerveux. « Pardon. Je sais réparer votre système », répéta Madeleine, plus fort cette fois. Ce n'est pas une attaque DDoS. C'est une injection de code malveillant dans votre protocole OAuth. Quelqu'un a exploité une faille dans la version 2, 0 que vous utilisez. Il faut isoler les serveurs d'authentification, purger les sessions actives et réinstaller les certificats de sécurité depuis une sauvegarde propre. Le silence s'approfondit encore. Édouard la fixait, les yeux écarquillés. Claire avait ouvert la bouche sans émettre un son. Thomas, lui, avait perdu son sourire. Une expression difficile à déchiffrer passa sur son visage. « Vous êtes femme de ménage », articula finalement le directeur marketing, comme si cela disqualifiait toute possibilité qu'elle puisse avoir raison. « J'étais ingénieur en cybersécurité », répondit Madeleine, sa voix tremblant légèrement, pendant 12 ans, à Lyon. Édouard se leva lentement. Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous êtes sérieuse ?» ?»« Oui. » Et Thomas intervint rapidement. « Édouard, on ne peut pas laisser... Enfin, c'est ridicule. On a une équipe complète de professionnels. On ne va pas. » Mais Édouard leva la main pour le faire taire. Il continuait à observer Madeleine. Il vit quelque chose dans ses yeux, une certitude tranquille qui contrastait avec la panique ambiante. Il avait bâti son empire en prenant des risques calculés, en faisant confiance à son instinct.
Son instinct lui disait maintenant que cette femme disait la vérité. « Combien de temps il vous faut » demanda-t-il. « 2 heures, maximum. » Thomas explosa. « Édouard, tu ne peux pas être sérieux. On va confier notre infrastructure à quelqu'un qui semble savoir exactement ce qu'elle fait, » coupa Édouard. « 2 heures, Madeleine. Vous avez 2 heures. Si vous échouez, on n'aura rien perdu de plus. Si vous réussissez... » Il ne termina pas sa phrase. Madeleine hocha la tête. Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Elle venait de faire quelque chose qu'elle s'était juré de ne plus jamais faire, prendre une responsabilité, mettre ses compétences en jeu, risquer l'échec, risquer de faire du mal. Mais c'était trop tard pour reculer. On lui donna accès à une station de travail dans la salle technique. Les 12 ingénieurs la regardaient avec un mélange de curiosité, de scepticisme et d'hostilité. Elle avait enlevé ses gants de ménage et retroussé les manches de son uniforme. Ses doigts survolèrent le clavier avec une aisance qu'elle croyait avoir oubliée. Les commandes revinrent naturellement. Elle accéda au log système, identifia les processus anormaux, traça l'origine de l'intrusion. C'était exactement ce qu'elle avait diagnostiqué. Une faille dans le protocole d'authentification. Le code malveillant créait des millions de requêtes fantômes qui saturaient les serveurs. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La faille exploitée était récente, introduite lors d'une mise à jour 3 semaines auparavant. Quelqu'un avait volontairement laissé cette porte ouverte. Elle isola méthodiquement les serveurs compromis, força la déconnexion de toutes les sessions actives, restaura les certificats de sécurité depuis une sauvegarde antérieure à la mise à jour problématique. Ses mains ne tremblaient plus. Son esprit était clair, concentré, vivant d'une manière qu'il ne l'avait plus été depuis des années. À 11h43, exactement 1h56 après avoir commencé, elle appuya sur la touche d'entrée pour relancer les serveurs principaux. L'écran afficha une série de lignes vertes. Puis, progressivement, les services se réactivèrent. La page d'accueil du site réapparut. Un silence incrédule régna dans la salle. Puis, quelqu'un applaudit. Un autre suivit. Bientôt, toute l'équipe technique applaudissait. Édouard, qui avait suivi l'opération depuis le seuil de la porte, s'avança vers elle. « Vous l'avez fait », dit-il simplement. Madeleine hocha la tête, épuisée. Elle se sentait vidée, tremblante, comme après un effort physique intense. « Le site est rétabli, mais vous devriez faire un audit complet de votre sécurité. Cette faille n'était pas accidentelle. » Édouard fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Quelqu'un l'a introduite volontairement, de l'intérieur. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille. Édouard se figea. Derrière lui, Thomas, qui venait d'entrer, pâlit imperceptiblement. La perte fut finalement limitée à 800 000 €. C'était énorme, mais infiniment moins que les 10 millions annoncés. Les clients furent informés qu'un problème technique avait été rapidement résolu. Les partenaires commerciaux furent rassurés. La crise était passée. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Madeleine quitta le bureau à midi, comme prévu par son planning habituel. Elle reprit son chariot, ses gants, son anonymat. Mais elle savait que c'était fini. Elle avait brisé elle-même la coquille dans laquelle elle s'était enfermée. Et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou le regretter. Le mercredi matin, Madeleine arriva au bureau avec 1 heure d'avance. Elle n'avait presque pas dormi. Dans son petit studio du 19e arrondissement, elle était restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, fixant le plafond, revivant les événements de la veille. Ses mains avaient volé sur le clavier. Son cerveau avait fonctionné à pleine vitesse. Elle avait ressenti quelque chose qu'elle croyait mort, l'excitation intellectuelle, le plaisir de résoudre un problème complexe, la satisfaction du défi relevé. Mais avec cette renaissance était revenue aussi la peur de recommencer à vivre vraiment, la peur de redevenir visible, la peur de prendre des responsabilités et de blesser quelqu'un à nouveau. Elle poussa son chariot dans les couloirs encore vides de lumière digitale. L'odeur du café frais flottait déjà dans l'air. Quelqu'un était arrivé avant elle. En s'approchant de la salle technique, elle vit de la lumière.
Thomas était là, seul, face à plusieurs écrans. Il pianotait rapidement, consultait des fichiers, copiait des données sur une clé USB. Madeleine se figea dans l'ombre du couloir. Quelque chose dans les gestes de Thomas lui parut anormal, furtif, précipité. Elle l'observa pendant plusieurs minutes. Il transférait des fichiers système, des logs, des bases de données. Pourquoi aurait-il besoin de faire ça à 6 heures du matin, seul, alors que toute cette information était accessible normalement pendant les heures de travail? Elle recula silencieusement et continua sa routine de nettoyage dans une autre partie du bureau. Mais son esprit tournait à pleine vitesse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La faille de sécurité introduite 3 semaines auparavant. L'attaque qui exploitait précisément cette faille, l'incompétence apparente de toute une équipe technique pourtant qualifiée face à un problème qu'elle avait résolu en moins de 2 heures. Et maintenant, Thomas, qui copiait discrètement des données sensibles. À 9 heures, Claire, l'assistante d'Édouard, la trouva dans la cuisine du personnel. « Monsieur Beaumont souhaite vous voir dans son bureau », annonça-t-elle avec un sourire curieux. Madeleine sentit son estomac se nouer. Elle suivit Claire à travers les bureaux qui se remplissaient progressivement d'employés. Plusieurs la regardèrent avec un mélange de curiosité et de respect nouveau. La rumeur de ce qu'elle avait fait la veille s'était répandue. Le bureau d'Édouard occupait tout l'angle sud-ouest du 7e étage. Les 2 murs de verre offraient une vue panoramique sur Paris, de la tour Eiffel au Sacré-Cœur. Le mobilier était sobre et élégant. Un bureau en bois massif, des fauteuils en cuir, une bibliothèque remplie de livres sur l'entrepreneuriat et la philosophie. Des photos encadrées montraient Édouard serrant la main de ministres, d'autres entrepreneurs célèbres recevant des prix. Édouard se leva quand elle entra. Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils face à son bureau. « Café? Thé ?» proposa-t-il. « Non, merci », répondit Madeleine, mal à l'aise dans ce décor luxueux qui contrastait violemment avec son uniforme de femme de ménage. Édouard s'assit et la regarda longuement, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. « J'ai passé la soirée d'hier à réfléchir, » commença-t-il. « Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez fait en 2 heures ce que mon équipe entière n'a pas pu faire. Et pourtant, vous nettoyez les bureaux depuis 7 ans. J'aimerais comprendre pourquoi. » Madeleine baissa les yeux sur ses mains. « C'est une longue histoire. J'ai du temps. » Elle hésita, puis décida qu'elle lui devait au moins une explication partielle. « J'ai eu une vie avant, à Lyon. J'étais ingénieur en cybersécurité pour une société de services financiers. J'étais bonne dans mon travail, peut-être trop investie, trop concentrée sur ma carrière. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Un soir, j'ai eu un accident de voiture. Ma fille était avec moi. Elle avait 16 ans, elle est morte. Le silence qui suivit fut pesant. Édouard ne dit rien, respectant sa douleur. Après ça, je n'ai plus été capable de travailler, de penser, de vivre vraiment. Mon mari et moi avons divorcé. J'ai perdu mon emploi. Je suis venu à Paris pour disparaître, pour me punir en devenant invisible. Elle leva les yeux vers lui. Je ne voulais plus avoir de responsabilité. Plus jamais. Parce que les responsabilités peuvent tuer. Édouard hocha lentement la tête. Je comprends la douleur. J'ai perdu mon fils il y a 10 ans. Il avait 22 ans. Cancer. 6 mois entre le diagnostic et la fin. Il marqua une pause. Mais j'ai appris quelque chose durant cette période. La vie ne s'arrête pas parce que nous souffrons, et se punir soi-même ne ramène personne. Madeleine sentit sa gorge se serrer. Elle détourna le regard vers les fenêtres, vers Paris, qui s'étendait sous un ciel gris. « Je voudrais vous proposer quelque chose, » continua Édouard. « Un poste de consultante en sécurité informatique. Vous travailleriez directement avec moi pour auditer nos systèmes, identifier les vulnérabilités, former l'équipe. Un contrat de 3 mois pour commencer. Vous seriez très bien payé. »« Je ne peux pas, » répondit-elle immédiatement. « Pourquoi ? Parce que hier, quand mes mains étaient sur ce clavier, quand mon cerveau recommençait à fonctionner, j'ai senti quelque chose que je croyais mort. J'ai senti que je pouvais encore être quelqu'un, et ça me terrifie. Vous êtes déjà quelqu'un, Madeleine. Vous l'avez toujours été,
même en nettoyant les sols. Mais vous avez un talent rare, un talent qui peut protéger des entreprises, des emplois, des gens. Le gâcher serait un autre type de mort. Madeleine resta silencieuse longtemps. Puis elle se souvint de Thomas ce matin, dans la salle technique, copiant furtivement des données. Si elle refusait, si elle retournait à l'invisibilité, qui découvrirait ce qu'il tramait? Il y a une condition, dit-elle finalement. Laquelle? Je veux rester discrète, pas d'annonce officielle, pas de présentation à toute l'équipe. Je travaille dans l'ombre, je fais mon audit, je vous remets mon rapport, et après, on verra. Édouard sourit légèrement. D'accord, vous commencez aujourd'hui? Oui, mais je garde mon uniforme pour l'instant. Les gens se confient plus facilement devant quelqu'un qu'ils ne voient pas vraiment. Les jours suivants, Madeleine vécut une double vie schizophrénique. Le matin, elle arrivait en uniforme bleu ciel, poussait son chariot, nettoyait les bureaux. Mais elle observait, écoutait, notait mentalement les conversations, les habitudes, les failles. L'après-midi, dans un petit bureau qu'Édouard lui avait attribué au fond du couloir, elle analysait les systèmes informatiques de l'entreprise, décortiquait les lignes de code, cherchait les anomalies. Ce qu'elle découvrit la glaça. La faille de sécurité exploitée lors de l'attaque n'était pas un incident isolé. En remontant l'historique des mises à jour système sur les 6 derniers mois, elle identifia 4 autres vulnérabilités introduites progressivement, discrètement, dans différentes couches de l'infrastructure. Quelqu'un préparait méthodiquement le terrain pour une attaque beaucoup plus massive. L'incident de mardi n'était qu'un test, une répétition. Toutes les modifications suspectes avaient été validées par Thomas Mercier. Techniquement, rien n'était illégal. En tant que directeur technique, il avait l'autorité pour approuver ces changements. Mais pourquoi introduire volontairement des failles dans un système qu'on était censé protéger? Madeleine commença à surveiller Thomas plus attentivement. Elle arrivait plus tôt le matin, restait plus tard le soir. Elle le vit rencontrer discrètement des personnes extérieures à l'entreprise, dans des cafés proches du bureau. Elle le vit transférer régulièrement des fichiers sur des supports externes. Elle intercepta même, en passant près de son bureau avec son chariot, une conversation téléphonique en anglais où il était question d'investisseurs, de timeline et de transition. Un vendredi soir, alors que tout le monde était parti, elle accéda au compte email professionnel de Thomas, depuis une station technique. Elle savait que c'était illégal, que cela violait toutes les règles d'éthique professionnelle. Mais elle savait aussi qu'il se passait quelque chose de grave. Ce qu'elle trouva dépassa ses pires craintes. Thomas correspondait depuis 6 mois avec un consortium d'investisseurs allemands et néerlandais. Il préparait le lancement d'une plateforme concurrente, Lumière Plus, qui devait être lancée en janvier. Le plan était simple et brutal. Saboter progressivement Lumière Digital, voler la base de données clients lors d'une attaque massive, transférer tous les clients vers la nouvelle plateforme en offrant des conditions meilleures et laisser l'entreprise d'Édouard s'effondrer. Thomas avait déjà recruté 5 des meilleurs ingénieurs de Lumière Digital. Ils démissionneraient tous simultanément en décembre, laissant l'entreprise sans équipe technique capable de gérer une crise. Il avait copié des millions de données clients, adresses, historiques d'achat, préférences, informations de paiement. Il avait même négocié avec plusieurs grands partenaires commerciaux pour qu'ils quittent Lumière Digital au profit de sa nouvelle entreprise. Madeleine imprima les preuves, les rangea dans une enveloppe et resta assise dans le bureau vide, tremblante. Elle venait de découvrir une trahison d'une ampleur qu'elle n'avait pas imaginée. Mais révéler tout cela signifiait sortir définitivement de l'ombre, signifiait affronter publiquement Thomas, signifiait redevenir pleinement cette personne compétente et responsable qu'elle avait été. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Le lundi suivant, Madeleine demanda à Édouard un rendez-vous urgent. Ils se retrouvèrent dans son bureau à 8 heures du matin, avant l'arrivée des autres employés. Elle posa l'enveloppe sur le bureau. « Il faut que vous lisiez ça », dit-elle simplement. Édouard ouvrit l'enveloppe et commença à parcourir les documents. Son visage changea progressivement. La surprise céda la place à l'incrédulité, puis à la colère froide. Il lut pendant 20 minutes sans dire un mot.
Quand il leva finalement les yeux vers elle, son regard était dur comme l'acier. « Thomas, murmura-t-il. Thomas me trahit depuis 6 mois. Oui, il vole mes clients, mes employés, mes partenaires. Il sabote délibérément mes systèmes. Oui. » Édouard se leva et marcha vers les fenêtres. Il resta là, silencieux, regardant Paris sans vraiment la voir. Madeleine voyait la tension dans ses épaules, la rigidité de sa nuque. C'était un homme qui venait de découvrir que son ami le plus proche, son bras droit depuis 10 ans, le trahissait de la manière la plus brutale possible. « Comment avez-vous obtenu ces informations ?» demanda-t-il finalement, la voix neutre. Madeleine hésita. « J'ai accédé à son compte e-mail professionnel. Je sais que c'était illégal, mais c'était la seule façon de confirmer mes soupçons. » Édouard se retourna vers elle. « Ces preuves ne seront donc pas utilisables en justice. »« Probablement pas, mais elles vous permettent de savoir ce qui se passe, de vous préparer, de protéger votre entreprise. » Édouard retourna s'asseoir. Il posa ses mains à plat sur le bureau, respirant profondément pour contrôler sa colère. « Que me conseillez-vous » Le confronter immédiatement serait une erreur. Il nierait, détruirait les preuves, accélérerait son plan. Il faut être plus subtil. Lui donner l'impression que tout va bien pendant que vous sécurisez vos systèmes. Identifiez les employés impliqués. Prévenez les partenaires commerciaux. Renforcez légalement les contrats. Et ensuite, au moment optimal, révélez la vérité. Vous semblez avoir réfléchi à tout ça. J'ai passé le week-end à réfléchir. C'est ce que je ferais à votre place. Édouard la regarda avec une intensité nouvelle. Vous êtes bien plus qu'une simple ingénieure en cybersécurité, Madeleine. Vous avez un esprit stratégique rare. Elle ne répondit pas. Elle sentait le poids de la responsabilité s'abattre à nouveau sur ses épaules. Elle était en train de replonger dans ce monde qu'elle avait fui, et une partie d'elle en avait terriblement peur. Les 3 semaines suivantes furent parmi les plus intenses de la vie de Madeleine. Pendant la journée, elle continuait son double jeu. Femme de ménage invisible le matin, consultante technique l'après-midi. Mais maintenant, chaque geste avait un but stratégique. Elle identifia les 5 ingénieurs que Thomas avait recrutés pour son projet concurrent. Discrètement, elle commença à leur parler, à créer des liens. Elle découvrit que 3 d'entre eux ignoraient l'ampleur de la trahison. Ils pensaient rejoindre une start-up légitime, pas une entreprise bâtie sur le vol et le sabotage. Quand elle leur présenta les faits, accompagnés de preuves, 2 acceptèrent de témoigner contre Thomas. Le 3e, terrorisé, démissionna immédiatement et quitta Paris. Elle audita méthodiquement tous les systèmes, corrigeant discrètement les vulnérabilités introduites par Thomas sans qu'il s'en rende compte. Elle créa des systèmes de surveillance qui enregistraient tous les transferts de données, toutes les connexions suspectes. Elle construisait un dossier solide, pièce par pièce. Édouard, de son côté, rencontra personnellement chaque partenaire commercial majeur, renforçant les relations, proposant de nouveaux contrats plus avantageux, les liant légalement à Lumière Digital pour plusieurs années. Il mobilisa ses avocats pour préparer un dossier de plainte pour vol de données et concurrence déloyale. Thomas, pendant ce temps, continuait son jeu sans se douter qu'il était observé. Il préparait activement le lancement de Lumière Plus, prévu pour le 15 janvier. Il multipliait les réunions secrètes avec ses investisseurs. Il finalisait le recrutement de son équipe. Il attendait le moment optimal pour porter le coup fatal à Lumière Digital. Ce moment était prévu pour le 10 décembre, lors du lancement d'un nouveau service stratégique de l'entreprise. Une application mobile révolutionnaire qui permettait des paiements instantanés entre particuliers. C'était le projet le plus ambitieux d'Édouard. Celui qui devait propulser Lumière Digital au rang des leaders européens du paiement digital. Des millions d'euros avaient été investis. Toute la presse spécialisée serait présente. C'était le moment parfait pour un sabotage spectaculaire. Madeleine découvrit les détails du plan 1 semaine avant le lancement. Thomas avait préparé une attaque ransomware massive qui non seulement ferait tomber tous les systèmes, mais crypterait également l'intégralité des bases de données.
L'entreprise serait paralysée pendant des semaines. Les clients perdraient confiance. Les investisseurs se retireraient. Ce serait la fin. Le 9 décembre, au soir, Madeleine resta seule dans les bureaux jusqu'à minuit. Elle finalisa ses contre-mesures, créa des sauvegardes multiples de toutes les données critiques, installa des pare-feux supplémentaires, prépara des systèmes de basculement automatique. Elle savait que le lendemain serait décisif. Elle rentra chez elle à 1h du matin, épuisée. Dans le métro, presque vide, elle regarda son reflet dans la vitre. Elle portait encore son uniforme de femme de ménage, mais elle ne se reconnaissait plus. La femme qui voulait disparaître n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait accepté de revivre, de prendre des responsabilités, de se battre, et elle ne savait toujours pas si c'était une bonne chose. Le 10 décembre, Paris se réveilla sous une fine couche de neige. Les toits haussmanniens brillaient sous un soleil pâle. Dans les bureaux de lumière digitale, l'excitation était palpable. Le lancement de l'application Lumière Pay était prévu pour 14 heures. Des journalistes étaient déjà installés dans la salle de conférence du rez-de-chaussée. Les investisseurs présents posaient pour des photos. L'équipe marketing avait décoré les espaces avec des bannières élégantes. Madeleine arriva à 7 heures. Elle n'avait dormi que 3 heures, mais son esprit était cristallin. Elle savait que Thomas déclencherait son attaque juste avant le lancement officiel, au moment de la démonstration en direct devant la presse. Le chaos serait maximal. L'humiliation totale. À 13h30, elle se positionna dans la salle technique avec 2 des ingénieurs qui avaient accepté de témoigner contre Thomas. Ils surveillaient tous les systèmes, prêts à réagir. Édouard était informé. Il avait accepté de laisser l'attaque se déclencher partiellement pour avoir des preuves indiscutables de l'implication de Thomas. À 13h45, 15 minutes avant le lancement, les premiers signes apparurent. Des processus anormaux se lancèrent sur les serveurs principaux. Le ransomware commença à se déployer, cryptant progressivement les fichiers. Les écrans de contrôle virèrent au rouge. Thomas, qui supervisait prétendument les systèmes, simula la panique. « On a un problème, une attaque massive. Les serveurs tombent. » Mais cette fois, Madeleine était prête. Ses contre-mesures s'activèrent automatiquement. Le ransomware fut isolé dans un environnement virtuel fermé, incapable d'atteindre les données réelles. Les systèmes de basculement redirigèrent instantanément toutes les opérations vers des serveurs secondaires. En moins de 30 secondes, l'attaque était neutralisée. Thomas, devant ses écrans, vit avec horreur que son plan échouait. Il tenta manuellement de forcer l'attaque, d'ouvrir de nouvelles brèches. Mais tout était bloqué. Madeleine avait anticipé chacun de ses mouvements. « Arrêtez !» dit-elle calmement derrière lui. Thomas se retourna brusquement. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Et il comprit immédiatement qu'elle savait tout. « C'était vous !» murmura-t-il. « Vous avez saboté mon plan. J'ai protégé cette entreprise contre vous. » La porte de la salle technique s'ouvrit. Édouard entra, suivi de 2 avocats et d'un huissier de justice. Son visage était un masque de glace. « Thomas Mercier, dit-il d'une voix dure, vous êtes licencié pour faute lourde, effective immédiatement. Des poursuites judiciaires pour vol de données, sabotage informatique et concurrence déloyale seront engagées. L'huissier ici présent a enregistré votre tentative d'attaque des dernières minutes. Vous avez 1 heure pour quitter les locaux. » Thomas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda autour de lui, cherchant un soutien, mais tous les visages étaient hostiles. Les 2 ingénieurs qui avaient accepté de témoigner le fixaient avec dégoût. Même ses propres recrues pour Lumière Plus, présentes dans la salle, détournèrent les yeux. « Édouard, tenta-t-il finalement, on peut discuter. Tu ne comprends pas, après tout ce qu'on a construit ensemble. » « Justement, coupa Édouard, sa voix tremblant légèrement, après tout ce qu'on a construit ensemble. J'aurais pu te donner n'importe quoi, des parts de l'entreprise, une augmentation, un partenariat. Tu n'avais qu'à demander. Mais tu as préféré me trahir, me voler, détruire ce que nous avions créé. Pourquoi ? Thomas eut un rire amer. Parce que ce n'était pas assez, être ton bras droit, ton second, toujours dans ton ombre.
Je voulais mon propre empire, pas des miettes du tien. Alors tu l'auras construit sur l'honnêteté, pas sur la trahison. » Édouard se tourna vers les avocats. « Accompagnez-le, assurez-vous qu'il n'emporte rien. » Thomas jeta un dernier regard à Madeleine. « Vous, dit-il avec amertume, la femme de ménage, vous avez tout détruit. »« Non, répondit-elle calmement, vous l'avez fait vous-même. Moi, j'ai juste empêché que vous détruisiez aussi cette entreprise et les 150 personnes qui en dépendent. » À 14 heures précises, Édouard monta sur la petite estrade de la salle de conférence. Devant une cinquantaine de journalistes et d'investisseurs, il lança officiellement Lumière Paix. L'application fonctionna parfaitement. Les démonstrations furent impeccables. Ce fut un triomphe. Mais pendant qu'il parlait, Madeleine resta dans la salle technique, seule, tremblante. Elle venait de faire exactement ce qu'elle s'était promis de ne plus jamais faire. Prendre une responsabilité majeure. Prendre une décision qui affectait des dizaines de vies. Agir plutôt que disparaître. Et contrairement à ce qu'elle avait craint pendant 7 ans, le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Personne n'était mort. Au contraire, elle avait protégé, sauvé, construit. Peut-être, pensa-t-elle, que la rédemption n'était pas dans l'effacement. Peut-être qu'elle était dans l'action. Les jours qui suivirent la confrontation avec Thomas furent étrangement calmes, comme l'œil d'un cyclone. Le lancement de Lumière Paix avait été un succès retentissant. La presse spécialisée louait l'innovation de Lumière Digitale. Les investisseurs se pressaient pour proposer des financements. Les actions judiciaires contre Thomas Mercier suivaient leur cours, méthodiques et implacables. Mais pour Madeleine, ces jours furent parmi les plus difficiles qu'elle ait vécus depuis longtemps. Le vendredi suivant le lancement, Édouard convoqua une réunion extraordinaire de tout le personnel. 150 personnes se rassemblèrent dans l'open space principal, curieuses, inquiètes, excitées. Des rumeurs circulaient depuis une semaine sur le départ soudain de Thomas Mercier. Personne ne connaissait les détails exacts, mais tout le monde sentait qu'un événement majeur s'était produit. Édouard se tenait debout face à ses employés. À ses côtés, Madeleine était assise, encore vêtue de son uniforme bleu ciel. Elle avait refusé de le retirer, comme si ce vêtement représentait son dernier rempart contre le monde. « Merci à tous d'être présents », commença Édouard, sa voix portant dans le silence attentif. « Je vous dois des explications sur les événements récents. Thomas Mercier a été licencié pour faute grave. Des poursuites judiciaires sont en cours contre lui pour vol de données, sabotage informatique et tentative de destruction de notre entreprise. » Un murmure parcourut l'assemblée. Des visages affichaient le choc, l'incrédulité. Thomas avait été une figure centrale de l'entreprise pendant 10 ans. « Pendant 6 mois, continua Édouard, Thomas a planifié une trahison systématique. Il a recruté certains d'entre vous pour une entreprise concurrente qu'il lançait en secret. Il a volé nos données clients, il a saboté nos systèmes, il a préparé une attaque qui aurait pu nous détruire définitivement. » Les murmures enflèrent. Certains employés se regardaient, cherchant à identifier qui avait été recruté, qui savait, qui était complice. Mais, et Édouard posa sa main sur l'épaule de Madeleine, la forçant doucement à se lever, « Nous avons été sauvés. Par quelqu'un que la plupart d'entre vous croisez chaque jour, sans vraiment la voir, Madeleine Rousseau, celle que vous connaissez comme notre employée de ménage. » Tous les regards convergèrent vers elle. Madeleine sentit son cœur cogner violemment. Elle avait les mains moites, la gorge serrée. C'était exactement ce qu'elle avait voulu éviter. Être au centre de l'attention, exposée, visible. Madeleine est en réalité une ingénieure en cybersécurité exceptionnelle, expliqua Édouard. C'est elle qui a identifié la première attaque et sauvé notre site en 2 heures, là où toute notre équipe technique échouait. C'est elle qui a découvert la trahison de Thomas. C'est elle qui a sécurisé nos systèmes et neutralisé l'attaque finale. Sans elle, Lumière Digitale n'existerait plus aujourd'hui. Un silence stupéfait accueillit ces mots. Puis, quelque part au fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir. Un autre suivit. Bientôt, toute la salle applaudissait, debout.
Certains souriaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. Ils applaudissaient non seulement pour ce qu'elle avait fait, mais pour la révélation bouleversante que cette femme invisible possédait un tel talent, une telle compétence. Madeleine resta immobile, les bras ballants, incapable de réagir. Les applaudissements résonnaient dans sa tête comme un bourdonnement distant. Elle voyait les visages souriants, les mains qui s'agitaient, mais ne parvenait pas à ressentir leur joie. Elle ne ressentait qu'une terreur sourde, une panique qui montait. Quand les applaudissements cessèrent enfin, Édouard annonça « À partir de lundi, Madeleine Rousseau sera officiellement notre nouvelle directrice de la sécurité informatique. Elle supervisera toute notre infrastructure technique et dirigera une équipe dédiée à la cybersécurité. Je vous demande à tous de la soutenir dans cette transition. » Nouveaux applaudissements. Madeleine parvint à esquisser un sourire tremblant, puis se rassit rapidement. Son cœur battait si fort qu'elle craignait de faire un malaise. Édouard continua à parler, expliquant les changements organisationnels, les nouvelles procédures de sécurité, les perspectives d'avenir. Mais elle n'entendait plus rien. Quand la réunion se termina, plusieurs employés s'approchèrent d'elle pour la féliciter, la remercier, poser des questions. Elle répondit mécaniquement, son sourire figé sur son visage comme un masque. Dès qu'elle le put, elle s'échappa dans les toilettes du 2e étage, celles que personne n'utilisait jamais. Là, seule devant le miroir, elle se regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Son visage était pâle, ses yeux rougis, ses mains tremblaient. Elle ouvrit le robinet et s'aspergea le visage d'eau froide, tentant de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle à son reflet. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle venait de détruire le mur qu'elle avait mis 7 ans à construire. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus en sécurité. Elle était à nouveau exposée, responsable, vulnérable. Et la panique qui l'avait habitée après la mort de Léa revenait, vague noire qui menaçait de l'engloutir. Le week-end qui suivit fut cauchemardesque. Madeleine ne quitta pas son studio du 19e arrondissement. Elle resta enfermée, les rideaux tirés, incapable de dormir, incapable de manger. Son esprit tournait en boucle, rejouant sans cesse les mêmes scènes, les mêmes peurs. Et si elle échouait dans ce nouveau poste? Et si elle prenait une mauvaise décision qui mettait l'entreprise en danger? Et si quelqu'un était blessé à cause d'elle? Les questions se multipliaient, s'amplifiaient, devenaient obsédantes. Le samedi soir, elle se retrouva assise par terre dans sa salle de bain, le dos contre la baignoire, pleurant silencieusement. Elle pleurait sur sa fille morte. Elle pleurait sur la vie qu'elle avait perdue. Elle pleurait sur cette femme qu'elle avait été et qu'elle ne reconnaissait plus. Elle pleurait sur cette nouvelle vie qu'on lui imposait et qu'elle ne savait pas gérer. Son téléphone sonna. C'était Édouard. Elle hésita longuement avant de décrocher. « Madeleine, vous allez bien ?» Sa voix était inquiète. « Oui, » mentit-elle, sa voix enrouée trahissant ses larmes. Un silence, puis « Je passe vous voir. »« Non, ce n'est pas nécessaire, je... » Mais il avait déjà raccroché. 30 minutes plus tard, on frappa à sa porte. Madeleine ouvrit, les yeux rouges, les cheveux défaits. Édouard se tenait là, portant un jean et un pull, sans sa veste habituelle. Il tenait 2 cafés à emporter. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Elle s'effaça. Le studio était minuscule, une pièce unique avec un coin cuisine, une porte vers une minuscule salle de bain. Le mobilier était spartiate, un lit, une table, 2 chaises, une étagère avec quelques livres. Aucune décoration, aucune photo, un espace fonctionnel, sans âme, comme une chambre d'hôtel temporaire où personne ne vit vraiment. Édouard lui tendit un café et s'assit sur l'une des chaises. « Parlez-moi » dit-il simplement. Madeleine resta debout, le dos contre le mur, serrant le gobelet entre ses mains comme une bouée de sauvetage. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle enfin. « Ce poste, cette responsabilité, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que la dernière fois que j'ai eu des responsabilités, que j'ai pris des décisions importantes, ma fille est morte. Et je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas prendre le risque de faire du mal à quelqu'un encore. » Édouard la regarda longuement. « Vous croyez vraiment que l'accident était de votre faute? C'était moi qui conduisais.
Vous avez perdu le contrôle volontairement? Vous vouliez avoir cet accident? Non, bien sûr que non. Alors ce n'était pas votre faute, c'était un accident. Un terrible accident, mais ce n'était pas un choix, pas une décision, pas une erreur de jugement. C'était le hasard, cruel et injuste. Madeleine secoua la tête, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Vous ne comprenez pas. J'étais fatigué ce soir-là. J'avais travaillé 12 heures d'affilée. J'aurais pu refuser d'aller la chercher, demander à mon mari, prendre un taxi pour elle. Mais non, j'ai insisté pour conduire. Mon orgueil, ma stupidité, votre amour maternel, coupa Édouard. Vous vouliez voir votre fille, passer du temps avec elle pendant le trajet. C'est ça qui vous a poussé à conduire, pas l'orgueil. L'amour. Le silence s'installa, lourd, pesant. Madeleine glissa lentement le long du mur, jusqu'à s'asseoir par terre. Édouard vint s'asseoir près d'elle, sur le sol froid. « Quand mon fils est mort, dit-il doucement, je me suis demandé pendant des mois si j'aurais pu faire quelque chose différemment. L'emmener voir un médecin plus tôt, insister pour des tests supplémentaires, choisir un autre hôpital, un autre traitement. J'ai rejoué chaque décision dans ma tête des milliers de fois. Et vous savez ce que j'ai fini par comprendre? Madeleine le regarda, attendant. Que la vie est imprévisible, que nous ne contrôlons presque rien, et que nous punir pour des événements qui dépassent notre contrôle ne sert à rien, sauf à gâcher le temps qu'il nous reste. Mon fils aurait détesté me voir m'enfermer dans le chagrin. Il aurait voulu que je continue à vivre, à construire, à créer. Léa aussi, probablement, murmura Madeleine. Elle me disait toujours que j'étais trop dur avec moi-même. Alors honorez sa mémoire en vivant, en utilisant vos talents, en protégeant les autres avec vos compétences. Ce n'est pas trahir sa mémoire que de reconstruire sa vie, c'est lui rendre hommage. Madeleine ferma les yeux. Les mots d'Édouard résonnaient en elle, touchant quelque chose de profond qu'elle avait enfoui pendant des années. Elle revit le visage de Léa, son sourire, ses yeux brillants quand elle parlait de ses rêves d'avenir. Sa fille avait été pleine de vie, de projets, d'espoir. Elle n'aurait jamais voulu que sa mère s'enterre vivante. « J'ai tellement peur », avoua-t-elle dans un souffle. « Je sais, mais la peur ne doit pas nous empêcher de vivre. Elle doit nous rendre plus prudents, plus attentifs, plus humains. Votre peur fait de vous quelqu'un de meilleur, pas quelqu'un de plus faible. » Ils restèrent assis là, sur le sol froid du studio, pendant plus d'une heure, parlant de leurs enfants perdus, de leurs regrets, de leurs espoirs fragiles. Pour la première fois depuis 7 ans, Madeleine parla vraiment de Léa. Elle raconta ses passions, ses rêves, ses petites manies. Elle parla de la douleur, mais aussi de l'amour, de la fierté, de la gratitude d'avoir eu 16 ans avec elle. Et quelque chose, lentement, commença à se dénouer dans sa poitrine. Le lundi matin, Madeleine arriva au bureau à 9 heures. Elle ne portait plus son uniforme bleu ciel. Elle avait enfilé un pantalon noir, une chemise blanche simple, une veste sobre. Ses cheveux gris étaient toujours attachés en chignon serré, mais elle avait mis un peu de maquillage, une touche discrète qui changeait son visage. L'open space s'anima quand elle entra. Plusieurs employés la saluèrent chaleureusement. Claire, l'assistante d'Édouard, l'accompagna jusqu'à son nouveau bureau, situé près de celui du directeur. C'était un espace lumineux, avec une grande fenêtre donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. Un ordinateur dernier cri était installé sur le bureau. Des plantes vertes décoraient les étagères. « Bienvenue dans votre nouveau bureau, Madame Rousseau », dit Claire avec un sourire sincère. « Madame Rousseau ». Le titre sonnait étrange à ses oreilles. Pendant 7 ans, personne ne l'avait appelée autrement que par son prénom, quand on l'appelait. Maintenant, elle avait un titre, un statut, une reconnaissance. Sa première semaine fut un tourbillon d'activités. Elle rencontra individuellement chaque membre de l'équipe technique, comprenant leur rôle, leurs compétences, leurs inquiétudes. Elle découvrit que plusieurs étaient intimidés par elle, impressionnés par ce qu'elle avait accompli. D'autres étaient sceptiques, se demandant si elle était vraiment qualifiée ou si Édouard lui avait donné ce poste par reconnaissance personnelle. Elle décida de prouver sa valeur par l'action, pas par les mots.
Elle lança un audit complet de tous les systèmes de sécurité de l'entreprise. Elle identifia 23 vulnérabilités que l'équipe précédente n'avait jamais détectées. Elle proposa un plan de sécurisation sur 6 mois, méthodique et réaliste. Elle forma l'équipe technique aux meilleures pratiques de cybersécurité, partageant son expertise avec patience et pédagogie. Progressivement, les sceptiques furent convaincus. Son équipe commença à lui faire confiance. Elle établit des protocoles clairs, des procédures robustes, une culture de sécurité dans toute l'entreprise. Mais ce qui surprit le plus Madeleine, ce fut de découvrir qu'elle aimait diriger. Elle aimait voir son équipe progresser, s'améliorer, gagner en confiance. Elle aimait résoudre des problèmes complexes, anticiper les menaces, construire des défenses solides. Elle aimait sentir qu'elle protégeait quelque chose de précieux, les emplois de 150 personnes, les données de millions de clients, le rêve d'un entrepreneur qui avait cru en elle. Un soir de fin décembre, alors qu'elle quittait le bureau vers 20h, elle croisa M. Khalid, le gardien de nuit qu'elle avait salué silencieusement pendant 7 ans. Il la regarda avec un grand sourire. « Madame Rousseau, j'ai appris pour votre promotion. Félicitations !»« Merci, Monsieur Khalid, » répondit-elle, surprise qu'il connaisse son nom. « Vous savez, » continua-t-il, « je vous ai toujours vu arriver tôt le matin, partir tard le soir, toujours discrète, toujours efficace. Je me disais qu'il y avait quelque chose de spécial chez vous. Je suis content que les autres l'aient enfin vu aussi. » Ces mots simples touchèrent Madeleine plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, même quand elle essayait de disparaître. La veille de Noël, Madeleine prit le TGV pour Lyon. C'était la première fois qu'elle retournait dans sa ville depuis 7 ans. Le trajet dura 2 heures, pendant lesquelles elle regarda défiler le paysage sans vraiment le voir, l'estomac noué d'appréhension. Elle avait un rendez-vous avec Marc, son ex-mari. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un café près de la place Bellecour, un endroit neutre qu'ils ne fréquentaient pas avant. Quand Madeleine entra, Marc était déjà là, assis près de la fenêtre. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus marqué, mais ses yeux étaient les mêmes, doux et tristes. Ils se regardèrent longuement avant que Madeleine s'assoie. « Merci d'avoir accepté de me voir, » dit-elle. « J'ai été surpris par ton appel, » répondit Marc. 7 ans sans nouvelles et soudain. « Je sais, je suis désolé pour tout, pour avoir disparu, pour ne pas avoir donné de nouvelles, pour ne pas avoir surmonté le deuil avec moi ?» coupa Marc, sa voix teintée d'amertume. Madeleine baissa les yeux. « Oui, pour ça aussi. » Le silence s'installa, pesant. Le serveur vint prendre leur commande. 2 cafés, comme autrefois. « J'étais en colère contre toi pendant longtemps, » avoua Marc, « pour être parti, pour m'avoir abandonné quand j'avais aussi besoin de soutien, mais avec le temps, j'ai compris. Tu ne pouvais pas rester. La douleur était trop grande ici. Chaque rue, chaque coin nous rappelait Léa. « Comment tu as fait ?» demanda Madeleine. « Pour continuer à vivre ici ? J'ai eu une thérapie, longue, difficile. J'ai rejoint un groupe de soutien pour parents endeuillés. J'ai appris à accepter que je ne pourrais jamais l'oublier, mais que je pouvais apprendre à vivre avec son absence. » Il marqua une pause. « Et toi, comment tu as survécu ?» Madeleine lui raconta. Tout. Son arrivée à Paris, son travail de femme de ménage, sa volonté de disparaître, puis l'incident avec le site, la découverte de la trahison, son nouveau poste. Marc l'écouta sans l'interrompre. « Tu as toujours été brillante, » dit-il, quand elle eut terminé. « Je suis content que tu aies retrouvé ton chemin. » « Je ne sais pas si je l'ai vraiment retrouvé, » admit Madeleine. « Mais j'essaie. Pour la première fois depuis longtemps, j'essaie de vivre au lieu de simplement survivre. » Marc tendit sa main à travers la table. Après une hésitation, Madeleine la prit. C'était étrange de sentir cette main qu'elle avait tenue pendant 20 ans de mariage. Familière et pourtant devenue celle d'un étranger. « Léa aurait été fière de toi, » dit Marc doucement. « Elle aurait détesté te savoir malheureuse. Elle t'aurait dit de foncer, de vivre pleinement, de ne pas gâcher ton talent. » Les larmes montèrent aux yeux de Madeleine. « J'aurais tellement voulu qu'elle soit là, pour voir la femme qu'elle serait devenue. »
23 ans maintenant. Elle aurait peut-être fini ses études, peut-être aurait-elle été musicienne professionnelle comme elle en rêvait. Elle sera toujours 16 ans dans nos mémoires, répondit Marc, éternellement jeune, éternellement pleine de vie. C'est peut-être notre façon de la garder avec nous. Ils parlèrent encore longtemps, partageant des souvenirs de Léa, riant parfois à travers les larmes, en se rappelant ses expressions favorites, ses obsessions passagères, sa personnalité unique. C'était douloureux, mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois depuis 7 ans, Madeleine pouvait parler de sa fille avec quelqu'un qui l'avait connue, qui l'avait aimée autant qu'elle. Quand ils se séparèrent sur le parvis de la gare de Lyon-Part-Dieu, Marc la serra brièvement dans ses bras. « Prends soin de toi, Madeleine, et n'hésite pas à donner des nouvelles de temps en temps. On ne sera jamais plus mari et femme, mais on sera toujours les parents de Léa. Ça nous lie pour toujours. » Dans le TGV qui la ramenait à Paris, Madeleine regarda le paysage défiler dans la nuit. Elle se sentait épuisée, vidée, mais aussi plus légère. Elle avait affronté son passé. Elle avait parlé de Léa sans s'effondrer. Elle avait fait la paix, au moins partiellement, avec ce qui s'était passé. Le lendemain, jour de Noël, Madeleine retourna à Lyon en train. Elle avait un dernier endroit à visiter. Le cimetière de Loyasse se trouvait sur les hauteurs de la ville, offrant une vue panoramique sur Lyon et le confluent du Rhône et de la Saône. C'était un lieu paisible, ordonné, où les tombes anciennes côtoyaient les plus récentes dans un équilibre silencieux. Madeleine marcha lentement entre les allées, portant un bouquet de roses blanches qu'elle avait acheté près de la gare. Elle n'était pas revenue ici depuis l'enterrement, 7 ans auparavant. Elle avait eu trop peur d'affronter la réalité physique de la mort de sa fille, la pierre froide qui portait son nom et ses dates de vie, si courtes, si injustes. La tombe était dans la section récente, sous un grand cèdre. La pierre tombale était simple, en granit gris, avec une inscription sobre. Léa Rousseau, 2008-2024. Tu es notre étoile qui brille pour toujours. Madeleine s'agenouilla devant la tombe. Ses jambes tremblaient. Elle posa doucement les roses blanches sur la pierre et resta là, silencieuse, laissant les larmes couler librement. « Pardon, ma chérie », murmura-t-elle finalement. « Pardon d'avoir été absente si longtemps. Pardon de ne pas être venue te voir. J'avais trop peur, trop mal. » Le vent froid de décembre agitait les branches du cèdre au-dessus d'elle. Des flocons de neige commençaient à tomber, légers, transformant le cimetière en un paysage féerique. « J'ai essayé de disparaître, » continua Madeleine. « Pendant 7 ans, j'ai essayé de ne plus exister vraiment, parce que je pensais que c'était ce que je méritais, parce que je croyais que si je ne prenais plus jamais de responsabilité, je ne pourrais plus faire de mal à personne. » Elle passa sa main sur la pierre froide, traçant du doigt les lettres gravées du prénom de sa fille. « Mais tu sais quoi ? Ça n'a pas marché. Parce qu'on ne peut pas vraiment choisir de ne pas vivre. On existe ou on n'existe pas. Et exister, c'est prendre des risques, faire des choix, assumer des responsabilités. C'est accepter qu'on ne contrôle pas tout, que des choses terribles peuvent arriver, mais qu'il faut continuer quand même. » Les flocons de neige tombaient plus drus maintenant, recouvrant progressivement le cimetière d'un manteau blanc immaculé. Alors j'ai décidé de vivre à nouveau. Vraiment, pas juste survivre. Vivre, utiliser mes compétences, aider les gens, construire quelque chose. Tu aurais été fier de moi, je crois. J'ai sauvé une entreprise, j'ai empêché une trahison, j'ai recommencé à utiliser mon cerveau, mes mains, mon cœur. Elle sourit à travers ses larmes. Je ne t'oublierai jamais, ma chérie. Chaque jour, je penserai à toi. Chaque décision que je prendrai, je me demanderai ce que tu en aurais pensé. Tu seras toujours avec moi, dans mon cœur, dans mes pensées. Mais je ne vais plus me punir. Je vais honorer ta mémoire en vivant pleinement, en étant la meilleure version de moi-même que je peux être. Le soleil perça soudain à travers les nuages, illuminant le cimetière d'une lumière dorée qui contrastait magnifiquement avec la neige blanche. Madeleine leva les yeux vers le ciel, sentant la chaleur timide sur son visage. « Je t'aime, Léa, je t'aimerai toujours. Au revoir, ma chérie, ou plutôt, à bientôt, parce que je reviendrai, plus souvent, te parler,
te raconter ma vie, partager mes victoires et mes doutes. Tu ne seras plus jamais seul ici. » Elle se leva lentement, essuya ses larmes et jeta un dernier regard à la tombe. Puis, elle tourna les talons et marcha vers la sortie du cimetière, le dos droit, la tête haute. Derrière elle, les roses blanches brillaient sur la pierre grise, éclatantes contre la neige fraîche. Paris rayonnait sous le soleil de juin. Les terrasses des cafés débordaient de clients profitant de la douceur de l'air. Les touristes photographiaient les monuments. La ville entière semblait vibrante, vivante, joyeuse. Dans les bureaux de lumière digitale, l'atmosphère était également festive. L'entreprise venait d'annoncer son expansion en Allemagne et en Espagne. Les résultats du premier semestre dépassaient toutes les prévisions. Lumière Pay comptait déjà 2 millions d'utilisateurs actifs. Les investisseurs se bousculaient pour participer à la prochaine levée de fonds. Madeleine était assise dans son bureau, examinant les derniers rapports de sécurité. Elle portait un tailleur élégant, gris anthracite, ses cheveux gris toujours tirés en chignon serré. Mais maintenant, ce n'était plus un geste de pénitence. C'était simplement son style, sa marque personnelle. Son équipe de cybersécurité comptait maintenant 8 personnes, toutes triées sur le volet, toutes formées selon ses standards exigeants. Sous sa direction, Lumière Digital était devenue l'une des entreprises les plus sécurisées de France. Plusieurs concurrents avaient même proposé de lui débaucher, offrant des salaires astronomiques. Elle avait refusé. Elle était bien ici. On frappa à sa porte. Édouard entra, un grand sourire aux lèvres, tenant une bouteille de champagne et 2 coupes. « Nous devons célébrer », annonça-t-il. « Célébrer quoi ?» Le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire Thomas Mercier. 3 ans de prison ferme, interdiction d'exercer dans le secteur technologique pendant 10 ans et obligation de nous verser des dommages et intérêts de 5 millions d'euros. Madeleine ne ressentit aucune joie particulière à cette nouvelle. Thomas avait payé pour sa trahison, mais elle ne trouvait aucune satisfaction dans sa chute. Elle hocha simplement la tête. Édouard ouvrit la bouteille et servit 2 coupes. Ils trinquèrent silencieusement. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « 6 mois dans votre nouveau poste. Aucun regret ?» Madeleine réfléchit honnêtement à la question. « Des moments difficiles, oui. Des doutes, souvent. Des nuits d'insomnie avant des décisions importantes, toujours. Mais des regrets? Non. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens utile, vivante. Votre fille serait fière, je l'espère. J'essaie de vivre d'une manière qui honorerait sa mémoire. » Ils burent en silence, appréciant le champagne frais. Par la fenêtre, Paris s'étendait, immense et belle. « J'ai une proposition pour vous, » dit Édouard. « Les investisseurs veulent vous rencontrer. Ils sont impressionnés par ce que vous avez accompli. Ils aimeraient que vous rejoigniez le conseil d'administration de l'entreprise. » Madeleine le regarda surprise. « Le conseil d'administration, mais je ne suis là que depuis 6 mois. Et en 6 mois, vous avez transformé notre approche de la sécurité, évité une catastrophe qui aurait pu nous détruire et créé une culture de vigilance qui nous protège mieux que n'importe quelle technologie. Vous méritez d'avoir votre mot à dire sur l'avenir de cette entreprise. » Madeleine sentit une vague de fierté mêlée d'appréhension. Un siège au conseil d'administration, des responsabilités encore plus grandes, des décisions encore plus importantes. Il y a 1 an, elle aurait fui en courant. Aujourd'hui, « J'accepte », dit-elle simplement. Édouard sourit largement. « Excellent. La première réunion est jeudi prochain. » Après son départ, Madeleine resta seule dans son bureau. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville qui s'étendait à ses pieds. Quelque part là-bas, dans le 19e arrondissement, se trouvait son petit studio. Elle y retournait chaque soir, mais ce n'était plus une prison. C'était juste un endroit où elle dormait, où elle se reposait. Sa vraie vie se passait ici, dans ce bureau, avec cette équipe, dans cette entreprise qu'elle contribuait à protéger et à construire. Sur son bureau, elle avait placé une photo encadrée, la seule décoration personnelle qu'elle s'autorisait. C'était une photo de Léa à 15 ans, souriante, assise devant un piano, ses doigts suspendus au-dessus des touches.
Marc la lui avait donnée lors de leur rencontre à Lyon. Elle la regardait chaque matin en arrivant, chaque soir en partant. Elle s'approcha de la photo et passa doucement son doigt sur le cadre. « J'ai recommencé, ma chérie », murmura-t-elle. « Pas pour oublier, jamais pour oublier, pour honorer, pour continuer, pour vivre. » Le soleil couchant illuminait Paris d'une lumière dorée. Les toits haussmanniens brillaient, la Seine serpentait, argentée. La tour Eiffel se dressait, majestueuse. C'était une ville de survivants, de gens qui avaient traversé des guerres, des révolutions, des tragédies personnelles et qui continuaient malgré tout à construire, à créer, à vivre. Madeleine Rousseau faisait partie de ces survivants maintenant. Elle avait traversé l'obscurité. Elle avait touché le fond. Et elle était remontée lentement, péniblement, mais sûrement. Elle n'était plus invisible, elle n'était plus une ombre. Elle était une femme vivante, imparfaite, courageuse, qui avait choisi de transformer sa douleur en force, sa culpabilité en responsabilité, sa pénitence en contribution. Elle éteignit son ordinateur, rangea ses affaires et quitta le bureau. Dans le couloir, elle croisa plusieurs employés qui la saluèrent chaleureusement. Elle leur répondit avec un sourire sincère. En passant devant la salle technique, elle vit son équipe encore au travail, concentrée, efficace, protégeant l'entreprise contre les menaces invisibles qui rôdaient constamment dans le monde numérique. Elle prit l'ascenseur, traversa le hall d'entrée, salua M. Khalid qui prenait son service de nuit. « Bonne soirée, Madame Rousseau !» lança-t-il avec son sourire habituel. « Bonne soirée, Monsieur Khalid !» Elle sortit dans la rue Marbeuf. L'air était doux, parfumé, vivant. Elle marcha lentement vers la station de métro, sans se presser, appréciant la beauté de cette soirée de juin. Demain serait un autre jour, avec ses défis, ses doutes, ses responsabilités. Mais elle l'affronterait, parce que c'était ça, vivre. Affronter chaque jour avec courage, malgré la peur, malgré la douleur, malgré les cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Elle s'arrêta un instant devant une vitrine qui reflétait son image. Elle vit une femme de 43 ans, aux cheveux gris, au visage marqué par l'expérience. Mais elle vit aussi quelque chose de nouveau dans ses yeux, une lueur de détermination, d'espoir, de vie. Elle sourit à son reflet et continua sa route, disparaissant dans la foule parisienne du soir, non plus pour se cacher, mais simplement pour rentrer chez elle après une journée de travail bien accomplie. Quelque part, dans un cimetière de Lyon, sous un grand cèdre, des roses blanches fanées témoignaient d'une visite récente. Le vent agitait doucement les feuilles. Le soleil déclinait, jetant des ombres longues sur les pierres tombales. Mais la vie continuait, toujours, inexorablement, magnifiquement. Et c'était bien.